Streets Unplugged by the Luxembourg Street Photo Collective. Bonjour les amis, bonjour les amis, donc les hommes, les femmes, tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour ce nouveau podcast et avec notre invité du moment, c'est Marc Vilvert. Bonjour Marc. Moin, bonjour. Tout va bien? Ganz gut, alles an der Reihe. Alles an der Reihe für mich auch. Voilà, d'abord vous dire qu'on est en train d'enregistrer dans un très beau café, qui est le café Le Bovary. Voilà, vraiment un cadre exceptionnel. On se sent bien, on a été bien accueillis. L'acoustique est parfaite, n'est-ce pas Marc? Oui. Et c'est magnifique le lieu, c'est vrai. C'est très, très chaleureux, très cosy. Ça me rappelle un peu les bistrots à Paris. Ouais. Il y a un peu ce bistrot littéraire, peut-être un peu de jazz aussi sur les bords. Alors, j'ai oublié de dire au début que ce podcast est enregistré pour le Luxembourg Street Photo Collective, donc notre collectif dédié à la photographie urbaine, que tu connais, parce que tu nous as accompagnés déjà depuis un certain temps, notamment avec quelques expositions que tu as mises en place également lors de notre festival. Exact. Et merci de m'accueillir ici maintenant aussi. C'est un plaisir parce que on connaît Marc, enfin je te connais, on se connaît depuis un bon bout de temps et en même temps, voilà, tu n'arrêtes pas d'explorer le médium photographie à la fois sur le plan professionnel mais aussi sur le plan artistique, créatif. Donc je suis très heureux de t'avoir ici pour cet enregistrement. Normalement, on parle de street photographie, de photographie urbaine, mais on a l'esprit ouvert, on a les yeux grands ouverts, donc on ne se borne pas à ce dogme de la photographie prise au mode spontané dans les rues. On est intéressé aussi par toute forme d'expression photographique. Et donc justement, toi, tu as touché un peu à tout, mais toujours avec une rigueur très, très, très forte, j'ai observé. N'est-ce pas? Raconte-nous un peu ton parcours déjà. Comment tu en es arrivé à la photographie et surtout à la photographie sur le plan professionnel? Ok. C'était pendant mon adolescence que j'ai pris goût à la photo. Au début, plutôt en la contemplant. Et après, je sais pas comment dire, peut-être par un besoin de faire quelque chose, de créer quelque chose soi-même. Et puis, il y a aussi un peu, au départ surtout, peut-être aussi d'ailleurs maintenant encore, il y a aussi un peu l'aspect technique quand même, qui peut-être m'a intéressé aussi. Donc, et j'essaie de combiner les deux aussi peut-être. Et après, après mes études secondaires, je suis parti à Liège pour étudier la photographie à l'Institut Saint-Luc. Donc, c'était Beaux-Arts, 3 années. Et après, j'ai fait encore une année de photographie. C'était un cours de photographie professionnelle à Londres où je me suis lancé un peu dans le portrait et dans la mode un peu. C'était juste pour accueillir des expériences un peu différentes de l'Europe, disons, façon de dire. Mais en Belgique, j'ai vraiment bien aimé Saint-Luc, surtout les profs. J'ai trouvé que c'était vraiment une école très complète qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et surtout, je crois, si quelqu'un me demande est-ce que c'est bien de faire des études en photographie, moi je dirais, sans hésiter, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement, de gagner énormément de temps. Après, c'est toujours le photographe ou l'artiste, on peut l'appeler comme on veut, c'est toujours la personne même qui doit faire un effort ou trouver son chemin, aller son chemin seul. Mais je trouve une bonne école, elle peut vraiment permettre à quelqu'un de gagner du temps. À trouver ce qu'il cherche. On parle de quelle période? Il y a 20 ans, plus ou moins? Sans avoir l'année exacte. Oui, à peu près. Moi, j'ai fini l'école, je crois que j'ai fini l'école en 2002, 2002, je crois que j'ai fini Saint-Luc. Okay. J'avais fini Saint-Luc, oui. D'accord. Et donc, dans le courant des années 2000, tu te lances sur la voie professionnelle, notamment dans la presse. Oui. Pendant mes études de photo, j'ai eu la chance d'avoir pu faire des stages au Luxembourg Avort à l'époque, des stages. Donc, des jobs d'été, comme les étudiants le font. Et ça, je crois que j'avais fait 2 ou 3 fois. Et après, on m'a proposé un poste de laborantin au sein du Vort. Donc, c'était encore
L'argentique. De l'argentique, oui. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois que, je parle pour toi aussi, ou non, quoique, pardon, ma génération, je crois qu'elle a eu la chance d'avoir fait la connaissance des deux, de la photo argentique et de la photo numérique. Quand j'étais à Saint-Luc, c'était l'argentique. Et la photo numérique, la photo digitale, elle était déjà dans la bouche des gens, mais c'était encore plus un spectre. Hein. C'était comme un fantôme qui rôdait un peu autour, qui créait quand même des incertitudes. Parce que tout le monde se posait la question à Saint-Luc, waouh, le futur, l'avenir de la photo, c'est quoi? C'est numérique? C'est argentique? On ne savait pas. Et les professeurs, ils essayaient de nous rassurer. Ils disaient, ça va encore durer longtemps, que le film soit au niveau de... Que le digital soit au niveau du film. Que le digital soit au niveau du film, point de vue résolution, point de vue dynamique, et voilà, donc point de vue technique. Voilà, et donc j'ai commencé comme ça au Luxembourg Award comme laborantin. Et puis après, je crois que j'avais fait ça pendant 1 ou 2 années, et après il y a eu l'opportunité, la chance, on m'a proposé un poste de photo-reporter au sein du Vortin. D'accord. Et là, tu étais dans le bain, quoi. Dans le bain de la photo de presse. C'était bien. Donc là j'ai fait 12 ans au Vort. Ouais. Ouais, c'est vraiment bonne période. Un beau métier. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est si beau dans la photographie de presse, dans être photographe de presse, qu'est-ce que ça implique quelles contraintes pour quelqu'un qui est créatif comme toi, qui a appris la photographie de façon très créative, expressive. Donc, quand on est dans la presse, on a quand même besoin d'obéir à beaucoup de contraintes. Comment est-ce que tu as su trouver le bon milieu, le bon équilibre entre répondre à ces contraintes de la photographie de presse et en même temps garder ton regard, ta créativité? Faut que j'ouvre une parenthèse. En fait, donc, là, je travaille au Fort pour le moment, mais c'est ma 2e période au Fort. C'est ta 2e, oui. Parce que j'ai eu un petit contact. Petite parenthèse. Oui, j'ai travaillé... je recommençais pendant 2 années. Ces 2 dernières années, je retravaille pour le Vort. Et avant, je travaillais presque 7 ans pour la photothèque, pour le compte de la photothèque de la ville de Luxembourg. Ouais. Ce qui était magnifique aussi, mais c'est une autre façon d'apprécier la photo. C'est une approche plus patrimoniale, non? C'est patrimonial, c'est peut-être un peu plus passif, et encore, avec ce que je faisais à l'époque à la photothèque. Mais les 2 volets, c'est vraiment génial, on est au sein de la photo. Pour revenir à ta question, je crois qu'un beau photoreporter, il faut qu'il... En tout cas, ce que moi je fais, j'essaie de séparer les deux. Hein. J'essaie de séparer un peu mon travail, entre guillemets, plutôt artistique, personnel, que je fais vraiment en dehors de mon travail du photoreporter. Et photoreporter, pour le Vort, je le fais en tant que photoreporter du Vort. Ce qui m'intéresse dans ce métier-là, maintenant encore plus, que, si je peux le dire comme ça, que pendant ma première période au Vort, j'essaie, ou même pas, ça vient naturellement, je m'intéresse vraiment à l'histoire que le Vort il a trouvée et dont j'ai la mission de la reproduire photographiquement. Parce qu'il y a toujours une histoire. Et ça, je l'avais peut-être un peu perdu de vue lors de ma première période. Okay. Et là je prends, c'est peut-être avec l'âge aussi, je prends plus conscience de l'histoire et des gens qui sont derrière une certaine histoire. Donc peu importe le sujet où tu peux être amené à prendre des photos, tu t'intéresses plus intensément à la personne ou à la situation. Exactement, parce qu'il y a toujours quelque chose, sinon le journal ne s'y intéressait pas non plus. Donc il y a forcément quelque chose, et si on creuse encore davantage, on trouve encore toujours davantage quelque chose. Il y a aussi le fait que aujourd'hui la presse, elle se doit d'être encore plus créative qu'avant, justement, pour retenir l'attention des lecteurs et pour proposer, dans le domaine des images, pour proposer des images qui vont au-delà de la simple illustration que aujourd'hui n'importe qui peut faire avec le portable. Oui, exactement, c'est ça. On peut aller aussi encore plus loin, on peut même faire du vrai storytelling. Donc,
aller encore en plus loin, même en mélangeant un peu vidéo avec photographie et avec le texte de l'article, évidemment. Hein. Mhm. Mais tu fais pas de la vidéo, hein. Toi tu fais photo. Ça nous arrive des fois et de plus en plus. De quand plus même. en plus, Parce ouais. que le médium, on met de plus en plus, je crois que la presse en général met de plus en plus l'accent aussi sur la présence Sur les réseaux. sur Internet, sur les ouais. réseaux. Et forcément, sur les réseaux, il y a d'autres moyens. Il y a l'audio, techniques, la audio, vidéo, voilà, la photo. qui ouais. permettent vraiment, ou qui nous obligent carrément de faire aussi autre chose que de la photo pure D'accord. pure et dure. Ouais, ouais. On est vraiment dans une nouvelle période, une nouvelle révolution de l'image, Exact. à la fois dans le domaine digital, avec une sophistication accrue des appareils, et avec l'arrivée de l'AI. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Petite parenthèse, on ne Oui, va pas faire le très débat, intéressant. mais Non, mais je crois qu'il faut parler de ça parce que c'est partout maintenant. c'est hein. partout. Tout ouais. le monde connaît ChatGPT. Les magazines photos parlent Ouais. souvent. Est-ce que toi, tu as de peur ça. de ça, de cette imminence Disons que je me suis posé pas mal de questions en rapport avec l'AI ou l'IA, comme on dit. artificial intelligence? Oui, quand même. Ça me fait que je me pose beaucoup de questions sur la photographie, sur le futur de la photographie, sur le futur ou l'avenir de la profession en tant que photographe ou en tant que créateur d'images. Mais heureusement, comment dire, disons que des images, je crois qu'il faut bien différencier. Si on reste dans la définition purement de la photographie, et la photographie a toujours un rapport par définition à la lumière et au réel, on pourra dire que toute création d'image faite par une IA ou une AI n'est pas une photo. C'est un montage ou Un travail graphique. un travail graphique avec un look photo. D'ailleurs, les Allemands, ils ont très bien compris parce que eux, ils ont un nom spécifique pour une image créée artificiellement Comment ils disent? qui a un look photo. Ils disent pas une photo, justement. Ils disent das fotografisch. C'est une peinture, si on veut, qui a Qui a l'aspect Le look. photo. voulu Ouais. de la photo. Mais c'est pas une photo. C'est pas une Ouais. photo parce que c'est une peinture de pixels. Hein. Absolument. Ouais. Voilà. Et en français, on n'a pas encore vraiment trouvé le terme. Oui. Et je trouve bien et je trouve intéressant et important de faire cette différence. Par contre, les créateurs de dessins ou les graphistes, eux, c'est plus compliqué, je dirais, hein, parce que Parce que là, ils un viennent graphique, c'est carrément toujours un sur leur graphique, plate-bande. Voilà, Ouais. un graphique, c'est toujours un graphique. S'il est fait par une machine ou par un être humain, Ouais. si le résultat il est bon, c'est limite. Hein, c'est le résultat qui compte et c'est toujours un graphique. On a déjà vu certaines campagnes de publicité, même au Luxembourg, qui ont été faites exclusivement avec des images créées artificiellement. Oui, j'en ai vu aussi que oui. Est-ce c'est que intéressant, hein. pour l'instant, on arrive encore à voir que c'est une image AI, hein? Parce que moi, j'ai toujours le feeling, même sur les réseaux, t'en On a vois, un peu le feeling, ouais. c'est vrai. Hein. quand c'est trop parfait, quand c'est trop lisse. Exact. Oui, exact. Ouais. Et je dis aussi qu'il y a des domaines, heureusement aussi, de la photographie où ça donne vraiment pas de sens et aussi où les producteurs ont bien compris que c'est une limite. Justement, c'est la photo de presse, c'est la photo de reportage. Oui. Sinon, on est Dans un carrément lieu, dans les fake news. Voilà. dans un lieu avec des situations réelles. Exact. Parce que tu ne vas pas recréer un... Non. S'il y a une manifestation, voilà, l'idée c'est d'aller photographier la manifestation qui a lieu dans les rues à ce moment-là. Oui, comme c'était. Comme c'était. Comme c'était, faire un Ouais. rapport. Et si on pourtant, veut. il y a déjà eu des images AI qui ont été créées pour illustrer des manifestations. Malheureusement, pour raconter des mensonges. Mais oui. Donc il faut vraiment qu'on reste vigilant. Mais oui. Heureusement que voilà, les plus grands quotidiens et voilà et les agences même, ils sont ils ont
une grande conscience du problème et ils font tout pour Ouais. garder la qualité, Ok. heureusement. Revenons à ton travail, sinon on va passer tout le podcast à parler de l'intelligence artificielle. Donc tu nous as parlé un petit peu de ton approche de la photographie de presse et tu nous as aussi mentionné que tu as quand même un parcours personnel, créatif, artistique. Tu as fait de nombreuses expositions, quelques livres également. Donc tu nous as amené aussi une petite série de photos qu'on va publier en parallèle du podcast, une série d'une dizaine de photos qui illustrent bien la diversité de tes approches. Donc on peut parler d'exploration dans l'expression de la photographie. Qu'est-ce qui te motive dans le choix des sujets? Parce que s'il y a des portraits, il y a des paysages, il y a de la photographie urbaine, toujours avec une très forte exigence picturale. Ce n'est jamais une photo banale. Donc qu'est-ce qui te motive? C'est le médium? C'est le sujet? Est-ce que tu travailles sur des sujets de long cours? Ok, C'est beaucoup de questions, mais Oui, voilà. non, mais Essaye t'as de raison, définir t'as un peu ton approche Oui. personnelle. Voilà. C'est une bonne question. Justement, voilà, je crois que tu as très bien dit que, d'autre part, je fais des portraits, puis c'est peut-être aussi des photos de paysages. Voilà. Si on veut parler de style photographique, je dirais que peut-être que le style, il passe au deuxième plan. Je suis pas vraiment à la recherche d'un style, peut-être que je l'ai ou pas, mais ce qui revient toujours, c'est le sujet, qui est toujours, dans tous les travaux personnels que je fais, c'est la lumière, au sens large ou au sens figuré. Voilà, ça peut passer dans tous les sens. Et j'utilise le médium de la photographie pour dire quelque chose, pour communiquer quelque chose. Mais voilà, donc, je ne suis pas fixé sur un genre ou sur une discipline photographique comme la photo de reportage ou la photo de paysage, le portrait ou la photo de mode. Je peux passer d'un à l'autre, d'une à l'autre, d'une discipline à l'autre. Et ça, je trouve intéressant, mais toujours en rapport avec le sujet qui est pour moi la lumière. La lumière, ouais. Soit au sens visuel, figuratif, symbolique, en utilisant des métaphores aussi, ou métaphotographiques, je dirais même. Ça peut être très conceptuel aussi des fois. Ouais. Mais justement, dans cette approche, le médium que tu utilises, techniquement, a toute son importance. Parce que ce soit un appareil argentique spécifique ou un appareil digital que tu as trafiqué un peu, voilà, c'est très important que cet outil, il t'offre en fait le regard sur ce sujet. Exact. Je trouve, d'ailleurs, c'est mon approche, mais je trouve qu'un auteur ou un artiste, c'est un grand nom, un gros mot, il a toujours besoin d'un médium pour faire ce qu'il fait. Mais je trouve qu'il faut qu'il travaille avec le médium, ou au moins qu'il se pose les questions pourquoi il utilise un tel médium et pas un autre. Et là c'est ça que j'essaie de faire. Donc, comme tu as dit, si je travaille avec un appareil qui est un peu trafiqué ou qui est modifié, voilà, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai cherché un tel appareil, pour dire ça et ça. Tu avais l'exposition dans le collectif lors du dernier festival, justement, tu présentais des petits tirages magnifiques avec un processus très expérimental et ingénieux. Tu peux nous le résumer peut-être? Tu fais allusion au Polaroid Oui. décortiqué, disons. Oui. En fait, oui. Donc c'était des films instantanés, mais j'ai retiré la face arrière. Et le rendu, oui, ça faisait quelque chose de bizarre, je dirais. Ça donnait, on avait l'impression, je suis même pas sûr que c'est vraiment le cas, mais on dirait que la photo est devenue très très brillante. Derrière ces petites, on voyait le bord, on voyait que c'était argentique, on voyait ça aussi, on voyait de la matière. Mais il y avait pas mal de gens qui m'ont demandé si j'avais mis du vernis spécial au-dessus de l'image. Mais non, c'est la photo telle qu'elle, mais j'ai retiré le fond. Et ça, je crois que ça donnait une certaine profondeur. Oui, ça donnait un côté très matériel, justement, à l'image, au tirage qui était exposé. Oui. Et j'ai vraiment aimé aussi. Le procédé, il était un peu pas si facile à faire. Il fallait du temps. Puis on griffait aussi certaines images, mais bon, ça faisait partie. Ça faisait partie de l'image finale. Oui. Avec la caméra digitale, tu as aussi fait des expériences, non? Tu as enlevé des filtres passe-haut. Oui, ça c'est justement, je trouve intéressant.
si on se pose la question qui est photographique aussi, ce qu'on voit, ce qui est vrai ou pas, est-ce que ce qu'on voit, est-ce que le monde se présente vraiment comme ça? Et non, ou la question, on n'a peut-être pas de réponse, hein, donc c'est vraiment philosophique. Et l'infrarouge, c'est un peu justement ça, parce que notre œil, il est insensible aux infrarouges, tandis que par nature, le capteur photographique, il est sensible aux infrarouges. Ouais. Donc ce qui fait que chaque caméra est bridée en fait avec un filtre qui est posé sur le capteur direct, qui filtre les infrarouges. D'accord. Maintenant, si on retire ce filtre, on a fait probablement le spectre qui est là. Ok. Mais juste le spectre que l'œil ne voyait pas avant, D'accord. mais qui est là. Ouais, et ça donne des images très étranges, Ça très, un peu surréalistes. Oui, et Ouais. c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est un questionnement justement sur la réalité telle qu'on l'aperçoit. Ouais, ouais. Et la réalité telle qu'elle est perçue par l'appareil photo. Et cette approche méditative, de questionnement, tu l'as toujours, même quand tu t'intéresses à des portraits. Tu as une série sur les personnes albinos, je pense. Tu as une série sur les personnes avec des taches de rousseur. À chaque fois, je vois que tu fais même un appel pour voir s'il y a des personnes qui correspondent à cette thématique que tu t'es fixée. Et donc après, ça donne toujours voilà, aussi des beaux livres, hein, parce que tu as fait à partir de ces travaux des livres. Mais parle-nous un peu justement pourquoi cet intérêt pour des profils particuliers de personnes. Là encore, c'est dans la même idée que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans le sujet, il y a encore l'autre sujet, j'ose dire. Et pour moi, je reviens, c'est la lumière. Donc, les albinos ou les personnes qui vivent avec cette anomalie, je ne vais pas dire maladie, c'est plutôt une anomalie génétique qui pose quand même pas mal de problèmes malheureusement aux gens concernés. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est des gens qui ont un autre rapport à la lumière, au soleil surtout, qui est connoté d'être quelque chose de positif, tandis que pour ces personnes-là, malheureusement, c'est quelque chose plutôt de négatif, qui les met en danger, qui leur cause pas mal de problèmes. Et c'est cet aspect-là qui m'intéressait sur une façon symbolique, parce que les photos, je ne vais pas montrer, c'est quand même des photos, disons, qui ont un sens esthétique aussi. Donc je voulais vraiment travailler ensemble avec ces personnes. Et aussi ces personnes, au fond, ils ont aussi quelque chose de beau, de très fragile, d'extraordinaire aussi. Oui, c'est fragile, vulnérable et en même temps magnifiquement beau. Oui, oui. Et c'est vraiment ça que je ressentais quand j'ai eu la chance de trouver, de rencontrer de telles personnes. Et c'était intéressant et beau aussi de gagner leur confiance et de travailler ensemble avec eux, de leur expliquer l'idée. Et, donc tu fais une recherche avec eux, avec leur aide, leur collaboration. Oui. Tu explores vraiment. Là, c'est trop sensible, hein. Il faut que ça se passe entre Ce projet en particulier, tu en as fait un livre, je pense, non? Oui, un livre, bon, ça veut dire c'est auto-édité, donc c'est self-published. J'aime bien quand une série ou un travail personnel est fini, j'aime bien le boucler ou mettre à la fin sous forme de livre. Je crois que toi aussi. Hein, oui. Parce que pour moi, alors, c'est finalisé. Et on a, comment dire, un livre pour moi, c'est quelque chose d'ultime. C'est comme une expo. C'est plus durable qu'une expo, si on durable même, voilà. Mais je vois le livre vraiment comme un objet en soi, pas comme un portfolio en ligne. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ok. Oui. Donc en fait, la plupart de ces projets qu'on est en train de mentionner, personnels, il y a des livres, des auto-édités, mais qui sont encore, je veux dire, si quelqu'un a envie de le commander, on peut encore te le commander, te le demander. Okay. Oui, ils sont en ligne, donc c'est print on demand, Okay. Ça s'appelle comme ça le processus. Donc en fait le livre il est imprimé par commande. D'accord, ok. Bah, on donnera à la fin du podcast les sites, les références. Dans la série de photos que tu as choisies, donc il y a quelques-unes des photos qui illustrent ce qu'on vient de mentionner. Il y a aussi quelques portraits que tu as fait à la Show of Foa.
Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça nous relie aussi. Hein. Moi aussi, j'ai une passion pour la Chaux-de-Fonds et les portraits dans la Chaux-de-Fonds. Et on en a déjà parlé, comment on a des approches différentes finalement. Mais là, tu as une approche à la fois humaine et technique parce que tu vas dans la foule. Je pense qu'il y a deux photos comme ça dans la série. Hein. Tu vas dans la foule et en fait, tu réussis à faire des portraits posés au milieu de la foule. Merci pour le compliment, mais je dois le redonner à toi aussi parce que j'adore vraiment tes photos de la Chaux-de-Fonds. Hein. C'est vraiment des... Tu me corriges, hein, mais c'est des photos captées au vif et en même temps, c'est des très beaux portraits avec des regards qui touchent, qui sont vraiment magnifiques. C'est gentil. Je trouve, non, je trouve vraiment. Il y en a, c'est hallucinant. On se dirait presque dans une scène de film. Ah bah, oui, moi je suis très inspiré par les films. Ah, mais on ne s'interviewe pas soi-même, on s'interviewe toi. Oui. Parle-nous de ton parce qu'en fait, on en a parlé déjà, c'est très complémentaire. Moi, je fonce dans le tas, je prends les photos sur le vif, et toi, tu arrives, tu regardes, tu abordes les personnes et tu leur demandes carrément de poser comme si elles étaient dans un studio. Oui, voilà, ça c'est vraiment l'idée. Donc, la Chaux-de-Fonds, tu l'as remarqué aussi certainement, c'est génial, il y a de tout. Hein. Il y a de toutes les couches sociales, si on peut dire comme ça. Il y a tous les codes vestimentaires, on a de tout. Tous les styles, toutes les approches, voilà, c'est génial. Et en fait, ce que je fais, voilà, je prends un studio mobile, ou presque, donc je prends un éclairage avec lequel je me promène sur le Chaux-de-Fonds, ce qui est d'ailleurs pas toujours très gai sur la foule. Mais ça me permet, comme tu l'as très bien dit, d'isoler des personnages au sein de la foule. Donc, en fait, ce que je fais, c'est j'observe, je me mets sur un endroit stratégique et puis j'attends. Et il ne faut pas trop attendre trop longtemps parce qu'il y a toujours des gens très intéressants qui apparaissent comme ça, du rien. Et alors, je les interpelle, je leur explique un peu mon projet et je les photographie comme en studio. C'est-à-dire avec un éclairage bien étudié qui détache le sujet du fond. Oui. On a toujours l'arrière-plan, que c'est présent, on est vraiment dans la Chaux-de-Fonds, mais eux, ils sont vraiment mis en scène, quoi, comme de façon, pas dramatique, mais de façon très, très élaborée. Ça donne des portraits très forts. Parce qu'en même temps, ça reste humain. Hein, J'essaye de les faire aussi poser et je crois l'approche que j'ai et qui fait que ça marche, c'est je les arrache un peu du milieu du chaos. Du contexte, oui. Oui, du contexte. Et je leur dis, écoutez, je vais faire une photo de vous, mais il faut que vous m'accordez entre 5 et 10 minutes. Ouais. Donc il faut que on crée une bulle. Oui, on crée une bulle, voilà, qui ne dure pas longtemps, mais on crée une bulle. Et je leur demande d'oublier un peu tout ce qui est autour et de poser aussi. De se concentrer sur la prise de vue. Oui, parce qu'il y a beaucoup une sérénité qui transparaît dans ces portraits. C'est ce que je trouve très étrange, c'est que c'est posé, c'est humain, on sent le Chaux-de-Fonds derrière, mais il y a beaucoup de sérénité dans les regards et dans l'acceptation de soi-même, hein, parce que voilà, tu fais attention vraiment à la façon dont les gens sont habillés, les petites choses qui les caractérisent, et finalement ça donne des portraits humains extrêmement réussis. Ce travail-là, c'est aussi un livre que tu as en tête ou qu'est-ce que... J'ai fait cette série il y a 2 ans, donc c'était pas cet été, c'était encore l'été d'avant. Oui. Je crois que le travail n'est peut-être pas encore abouti, donc j'ai envie d'une nouvelle Chaux-de-Fonds. Oui, mais de la continuer de la même façon. Mais je crois qu'il y a moyen de creuser encore et d'avoir encore des images. Hein. Ok. Bah, on se recroisera. Avec plaisir. Ok. Donc, un petit point de vue sur... je ne sais plus où on en est. Sur tes projets. Donc, outre, on a déjà parlé de la photo de presse, mais tu as des expositions en vue, des projets spécifiques sur lesquels tu travailles qui vont être dévoilés prochainement, ou alors rien de spécial. Il y a une exposition collective où je participe maintenant dans le cadre du LAC, Lützeboer Artisan Center. Ok. LAC. Ok. Où je suis membre.
Donc, c'est une exposition qui se tiendra, si je me trompe, le 7 décembre au château à Pétambourg. Ok. À vérifier. Je vérifie. Bon, mais c'est pas grand-chose. Hein, donc, c'est pas une exposition de photographie. Donc, c'est C'est une participation à un projet collectif. Un D'accord. projet collectif, oui, qui me tient quand même à cœur. Et en dehors de ça, j'ai 2 projets en cours. Mais il faut que C'est je encore. travaille vraiment beaucoup encore là-dessus. Mais je suis content d'avoir des travaux qui sont en fabrication. Est-ce que quand tu mets en chantier certains projets, ça vient d'une invitation extérieure ou c'est toi qui te dis, moi j'ai envie de travailler dans cette direction-là, sur ce sujet-là? Non, c'est plutôt, oui, moi qui a le déclic, qui a l'idée. Parce que l'idée est toujours importante dans mes projets. C'est toujours le concept, je dirais, presque, ouais. hein, qui est quand même à la base. Et l'image, souvent, c'est un résultat du concept de l'idée qui peut être très belle aussi du concept même. Et l'image, c'est le résultat visuel, forcément. Par exemple, j'ai un projet que je suis en train presque d'être au bout maintenant. Ça va peut-être étonner quelques gens, mais c'est presque une série de photos de mode, mais de façon très différente. Je n'ai pas encore trop dévoilé parce que j'ai envie de dévoiler vraiment qu'à la fin. Le moment, oui. Oui. Donc c'est aussi avec un rapport à la technique de la prise de vue qui est assez compliqué, qui demande pas mal de temps. Et j'ai eu un petit coup de foudre pour la cité radieuse. Qui est, du Corbusier. Oui, du Corbusier, parce qu'il y a une unité d'habitation, comme on l'appelle, pas loin de Metz. Je ne sais pas si oui. Donc, il y en a... Prier, non? Prier, Val de Prier, oui, exact. C'est quand même fascinant. Hein, et ça m'intéresse. Donc là j'ai commencé, mais il faut que je cherche encore vraiment ce que je veux dire. Mais c'est impressionnant. Et ça fait plaisir. Comment tu te définirais alors? Tu es un artiste à la recherche, un photographe qui explore, qui veut se surprendre lui-même, qui se pose des questions. Comment tu te définirais dans cette quête-là? Je crois que chaque photographe est quelqu'un qui a la découverte de quelque chose. Sinon, on ne serait pas photographe, hein, je crois. Et on est à la recherche. Et on cherche quoi? On cherche la découverte. Ouais, à être surpris. Oui. C'est ce qui est le plus beau. Hein. Ouais. Le Luxembourg, par rapport à il y a 20 ans quand tu as commencé, on était encore un petit peu dans l'argentique, 2000-2005. Et entre-temps, le paysage a complètement été chamboulé. Aujourd'hui, on a énormément de photographes, à la fois professionnels, mais aussi amateurs extrêmement talentueux. Ça donne une dynamique incroyable, des expositions presque toute l'année, des nouveaux talents qui surgissent tout le temps. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet écosystème nouveau qui n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 20 ans? Moi, je trouve que c'est très bien et c'est important. Et en même temps, à la fin, tout le monde inspire tout le monde, je dirais. Hein. Ouais. C'est génial, ça crée une dynamique, ça crée un renouveau qui est bien quand même. Et même, on voit aussi, si j'ose dire comme ça, avec les jeunes photographes, eux, ils redécouvrent l'argentique. Ça veut tout dire. Donc, pour moi, c'est un cercle, c'est une boucle qui revient à un moment donné ou à un autre. À un moment, on est jeune. Un moment après, on est moins jeune, et puis on est senior. Oui, mais et le cercle continue. Oui, le cercle continue. Voilà. Ouais. Je suis en train de voir très vite un peu ta sélection, parce que on a abordé un peu toutes ces photos. Il y en a qui sont très étranges, comme par exemple celle-ci. C'est un paysage un peu lunaire. On voit un point noir et le soleil. Oui. C'est une série que j'ai réalisée justement, on revient à la lumière. Donc la photo, pour la démystifier, donc, elle a été faite avec du film instantané qui est hypersensible à la solarisation. Et donc ce qu'on voit, c'est une vraie solarisation directe sur papier. En fait, c'était du film Instax. Ah, ok. En sténopé. Ok.
Et la montagne, on dirait que c'est une montagne, c'est une carrière de sable. D'accord. Donc, Donc, l'illusion, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est Voilà. pas réel. Ouais, ouais. Donc, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Donc, il ne faut pas forcément voyager lointain pour créer quelque chose d'extraordinaire ou de spécial ou d'ambivalent ou d'intrigant qui nous fait poser des questions. Oui, justement, la plupart de tes photos, en tout cas d'après ce que je vois, ce que je connais, elles ne jouent pas sur l'ailleurs, un pays en Asie, un pays en Afrique. C'est ici, quoi. C'est ici que ça se passe. Toutes tes explorations urbaines et picturales, on est au Luxembourg, sans que ça soit une étiquette, quoi. Voilà. Non, je vois ce que tu veux dire, mais voilà, parce que d'une certaine façon, on peut aussi se poser des questions. Si quelque chose paraît spectaculaire de l'image, souvent, ou pas mal, des fois, c'est quand même parce que c'est pas ici, parce que c'est exotique du sujet même, tandis que l'image elle-même, elle n'apporte rien ou pas grand-chose. Mais bon, c'est pas une critique, hein. C'est comme ça. l'ADN de la photo aussi. Hein. Au début de l'histoire de la photo montrait le monde d'ailleurs, le monde que personne n'avait vu avant. Ouais. Voilà, c'est normal. Mais je crois qu'on peut aussi créer des univers personnels, des univers plastiques qui sont juste à côté. À côté, oui. Dans un esprit un peu, parfois lynchien. Ah, Hein, quelques images ont un peu cet esprit, cette étrangeté propre à l'univers de David Lynch. je suis grand fan de David Lynch. Grand fan. Ouais. Parce que pour moi, pour le dire tout court, il y a beaucoup de gens qui... Oui, David Lynch, peut-être qu'il n'est pas compréhensible. Oui, mais c'est pas le but, je crois. C'est quelqu'un qui travaille avec son médium. Là, je reviens à ce que je dis avant. Un artiste, pour moi, un grand artiste, s'il travaille avec son médium, et il sait pourquoi il a choisi ce médium-là, et il travaille, il y va à fond. Ça, c'est génial. Et David Lynch, il fait ça. Oui, c'est pas pour rien qu'il fait plus beaucoup de cinéma, mais il fait beaucoup de travaux artistiques, plastiques. Qui fonctionne sur le plan visuel. Pas sur le plan logique, pas sur le plan linéaire. Mais c'est pas le but. Et ces films sont une énorme installation souvent qu'il faut visiter en oubliant la logique de la narration classique. Voilà, c'est pas la narration linéaire, c'est pas une pièce de théâtre. Et c'est pour ça qu'il, d'ailleurs, à mon avis, qu'il ne fait pas de théâtre. Écoute, on arrive tout doucement à la fin. Là, tu vois, c'est une conversation, ça s'est super bien déroulé. On n'a pas eu besoin de parler en luxembourgeois. Not ganz viel, mais du kannst als für Schluss letzte schwatzen, das gut. Voilà, je te remercie. Merci à vous, hein. Merci beaucoup. Je voudrais dire encore que donc, ton site internet où on peut retrouver des sélections de certaines des photos ou des projets qu'on a mentionnés. Moi, je crois que le plus facile, c'est d'aller voir sur Instagram. Ok. Sinon, j'ai encore mon ancien site www.shoot.lu. Comment ça s'écrit? Shoot. Shoot comme shoot. Shoot en oui. anglais. S-H-O-O-T. Oui. Ouais. Et là, on trouve aussi un lien sur la plateforme des self-published livres. Ok. Blurb. Oui. Blurb, B-L-U-R-B. Ouais. Oui. Parce que, oui, là, on peut feuilleter virtuellement dans le papier des livres. D'accord. Et Instagram, c'est Marc Vilvert. Oui. Ok. Merci beaucoup. Donc, j'encourage tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur ces différentes plateformes pour voir un peu le travail de Marc. Même peut-être la plupart, vous connaissez déjà le travail de Marc, mais c'est vraiment fascinant de continuer à le suivre et de voir ce qu'il nous réserve pour le futur. Donc, je vous remercie de votre attention. Je voulais encore mentionner que notre prochain festival, Light Leaks Festival, aura lieu du 9 au 12 mai 2024 au Rotonde. Donc, on aura encore probablement l'occasion de revenir sur le détail de la programmation. Et il est encore trop tôt pour vous dévoiler des grands secrets, mais voilà, il y aura du beau monde donc, au mois de mai prochain au Rotonde. Je voulais aussi remercier Eric Engel, qui est ici à côté de moi à la technique, qui a fait en sorte que tout ça soit enregistré comme il faut.
Et voilà, le Bovary aussi, je remercie parce que le cadre est vraiment superbe. On était tranquille ici, hein, Marc? Super, Oh, vraiment agréable. on va revenir. Ok, merci encore. Bonne journée à toi. Merci à tous et à très bientôt.